swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour monsieur, ça faisait longtemps. Rebonjour. Les champions actuels et leur bilan. Mon cher Toby Domso, bilan cumulé 165-8 pour tous les champions masculins. C'est bien évidemment Stipe Miocic qui nique le ratio avec un bilan peu flatteur de 19 victoires pour 3 défaites. On en est là quand même. C'est exceptionnel. Non, c'est exceptionnel. Parce qu'on a donc John Jones 26-1, là encore une défaite. Bon, on peut dire ce qu'on veut. Israël Adesanya 19-0. Kamaru Usman 17-1, c'est ça. Oh là là. Khabib Nurmagomedov 28-0. Alexander Volkanovski 19... 22-1. 22-1, ouais, c'est ça, ouais, 22-1. Petr Yan alors là, je sais pas. 15-1. 15-1. Et enfin, notre cher Figueiredo 19-1. et 19-1. Ouais, c'est monstrueux. C'est monstrueux, ouais. Et est-ce que c'est tout simplement la... Ça se professionnalise, hein, Ouais. je pense que c'est ça, hein, non, Ouais. mais... Parce qu'on en parle souvent de dire qu'à chaque fois, le sport devient de plus en plus compétitif, c'est de plus en plus dur. Là, c'est... Enfin, voilà, et la plupart, en plus, sont invaincus à l'UFC. Ouais, non, mais ça se professionnalise, il y a une évolution qui est tangible, et puis même, au-delà de ça, je pense que ça prend aussi les aspects que un petit peu, on peut le regretter ou pas, mais de la boxe professionnelle, où ton bilan détermine invariablement tes opportunités de carrière, quoi. C'est-à-dire que il y a peut-être d'excellents combattants dans la nature qui sont à 25-10, mais on les verra pas à l'UFC, quoi. Ah oui, c'est pour ça ce toi, que je veux c'est dire, ça. ouais. Parce que moi, je me disais quand même, quand tu regardes tous les champions, l'avantage pour l'instant qu'il y a à l'UFC et en MMA, c'est que quand t'es champion, tu sais que t'as battu du lourd. Enfin, Non, mais c'est sûr. Non, mais il y a pas de. Je suis pas en train de dire que les mecs on leur facilite la carrière ni rien. Hein. C'est de toute façon, je pense même. On pourrait regarder qui a été champion dans d'autres organisations avant, mais je pense que ça concerne un certain nombre de ces gentlemen. Hein, et je pense que la compétition, elle a lieu même. La compétition a lieu même avant l'UFC, mais c'est plus facile en fait de faire ton chemin jusqu'à un titre quand t'as un bilan immaculé que quand t'as 4, 5, 6, 7, 8 défaites, clair. Quoi. Ça c'est clair. Peu importe que tu sois très très bon. Hein. Il y a des gens, suffit que tu aies un début de carrière un peu, on va dire semi-professionnel, pas très sérieux, où tu t'es mal encadré, t'as pas les bons entraîneurs et tout. Tu vas peut-être avoir 3, 4 défaites. Puis après, tu vas trouver les bons entraîneurs, les bons partenaires et tu vas faire un take-off. Mais bon, tu auras quand même eu tes 3, 4 ou 5 défaites avant et donc du coup, ce sera un peu un poids que tu devras porter, tu vois. Et ça on peut le regretter, mais en même temps, je pense que c'est inévitable. De toute façon, comme il y a une multiplication des combattants, c'est comment tu fais ton tri. Tu regardes les combats du mec, mais il y a plein de gens qui ont l'air très impressionnants, surtout dans les ligues mineures. Hein. Franchement, je vous encourage à regarder. Il y a des mecs dans leur ligue, quand t'es un peu gros poisson dans une petite mare, t'as l'air très très bon. Et après, en fait, ce qui permet aux matchmakers et aux gens qui engagent, qui donnent des contrats à l'UFC et tout, de déterminer, c'est de savoir qui t'as rencontré et à peu près ton ratio victoire-défaite pour savoir si t'es constant en fait, tout simplement, quoi. De toute façon, aujourd'hui, on a de plus en plus de toute façon des mecs qui arrivent à l'UFC en étant invaincus. C'est ça aussi, avant c'était rare les combattants invaincus tout simplement. Bah oui, mais parce qu'avant pour toi, il n'y avait pas cette gestion de carrière qu'il y a maintenant. C'est ça, c'est qu'avant les gens ils avaient un début de carrière qui était parfois un peu rock'n'roll, quoi. Il y a 2 générations. Tu prends même, je sais pas, regarde par exemple Anderson Silva, au début de carrière, il combattait pas dans sa catégorie. C'est clair. Il combattait pas dans sa catégorie, il combattait pas de la meilleure manière, il était pas dans la meilleure team non plus. Il était pas exceptionnel, il était bon, mais il était pas exceptionnel. En revanche, il est arrivé à l'UFC, il a commencé à combattre il avait déjà commencé à combattre en middleweight avant, mais disons que là, il avait son poids de forme, il était à mon avis mieux encadré, et il a mieux combattu à ce moment-là. Mais il n'empêche qu'il avait un début où il a perdu contre Daiju Takase, des mecs comme ça qui sont pas du tout au même niveau que ce mec-là. Hein, tu vois, c'est comme ça. Et ça, c'était l'histoire de beaucoup de combattants en fait à la base, parce qu'il y a même beaucoup de gens qui venaient pas du MMA et qui, ne serait-ce que pendant la période de transition, même si c'était des sportifs accomplis, comme c'est un nouveau sport, il y a des pots cassés, quoi, tout simplement. Ou même en France avec Morgan Charrière qui nous l'avait dit. Morgan Charrière, justement, début de carrière où il était, il y a un moment, je crois, il a enchaîné 3-4 défaites consécutives parce qu'il voulait prendre les combats. Ensuite, il s'est professionnalisé. Il a eu son manager, donc Guillaume Pelletier.
Et là, maintenant, ça team aussi. Et puis maintenant, il est lancé prochain combat, title shot, Cage Warrior. Cage Warrior, ouais. Non, mais tout à fait. C'est un très bon exemple, Morgan Charrière, parce que en plus de ça, ça révèle quelque chose sur les combattants français. Pendant longtemps, t'avais des mecs qui étaient excellents, mais qui étaient jamais bien encadrés, et qui ont jamais malheureusement pu percer. T'avais aussi ce côté de combattre tout le temps à l'étranger. Mais c'est ça, et puis aux conditions qu'on te donnait, c'est-à-dire que t'avais pas vraiment le pouvoir de négociation. On te disait bon allez demain Vitor Belfort. Et tu fais, merci, merci monsieur. Et tu y allais et tu te faisais cartonner quoi. Et ça personne peut te le reprocher. Mais après pour négocier un contrat à l'UFC, c'était coton quoi. C'est ça le problème. Et là, je pense que maintenant, on a non seulement les combattants ont plus conscience de ce qu'ils doivent faire, mais aussi il y a tout le microcosme autour quoi des agents. C'est plus les potes des combattants, c'est plus la famille qui gère le truc. Tu vois, c'est des vrais professionnels agences, et c'est ça. C'est juste que le sport évolue. Après, est-ce que ça veut dire que les combattants sont meilleurs aujourd'hui qu'avant? C'est très compliqué parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire faut comparer par rapport toute chose étant égale par ailleurs, et ça on peut pas le faire. C'est de la magie quoi. Tu exactement. vois, mais, s'ils sont plus professionnels, ça c'est clair. Ouais, Mais après, c'est-à-dire on peut quand même comparer. Moi, le truc qui m'impressionne le plus, c'est pas forcément les champions, c'est plutôt quand tu regardes un top 10 aujourd'hui, t'as un vrai top 10 qui est dans quasiment toutes les catégories, à part celle que nous adorons, qui est la catégorie light heavyweight, bien évidemment. Mais je veux dire, à chaque fois que tu regardes le top 10, tu te dis potentiellement tous les mecs sont champions. Alors qu'avant, c'est vrai que t'avais au max du max, t'avais 5 mecs où tu te dis bon, ce gars-là est calibre champion. Ouais. Là, par exemple, tu regardes les bantamweight. Bah non, c'est clair. Même, non, mais je te trouve très généreux. Je pense qu'avant, par exemple, tu prends l'UFC, avant, t'avais 2 catégories où t'avais un top 10 qui ressemblait à peu près à quelque chose. Après, tu montes, c'était welterweight, lightweight, et après. C'est ça. Après, t'avais des choses un peu surprenantes dans le top 10. Non, mais c'est vrai, mais bon, c'est normal, c'est qu'il y avait beaucoup moins de sportifs, je pense, beaucoup moins de... c'était un peu l'équivalent, toute proportion gardée, bien évidemment, de certaines catégories féminines aujourd'hui. C'est ça, mais c'est ça, en fait, et on peut imaginer que le MMA féminin connaisse la même évolution. Faut juste du temps. Faut du temps, c'est ça. Faut créer l'envie chez les jeunes qui regardent, et aussi le fait est que je pense que ça participe un peu du fait qu'on a de plus en plus de gens qui sont très professionnels, c'est que on a des profils qui sont très variés. Avant, en gros, tu avais les combattants américains, les combattants brésiliens, puis après, tu avais vite fait les combattants japonais, après, tu n'avais plus beaucoup d'écoles. Là, maintenant, ça s'est internationalisé beaucoup aussi, et tu as les combattants qui viennent du Daghestan, tu as les combattants qui viennent d'autres régions, d'Asie du Sud-Est aussi, et tout, qui commencent un peu à arriver. Il y a sûrement d'autres marchés qui vont s'ouvrir. On voit l'Afrique avec Ares, la Chine aussi. Je pense qu'à un moment donné, va y avoir une bonne transition parce qu'ils ont quand même une bonne ressource démographique à ce niveau-là. Et là, forcément, c'est plein de tous ces pays-là. Je pense notamment à la Russie et aux pays de l'Est. Ils ont un programme sportif qui est déjà très développé en fait de base. Donc, ça rajoute du savoir-faire en plus, en gros. Et donc, du coup, chaque ingrédient vient s'ajouter, et c'est pour ça que ce sport est en train de devenir un vrai sport professionnel. En fait, et ça, c'est peut-être qu'un symptôme, tu vois, ou en tout cas le marqueur de cette évolution-là, qu'on ait des champions qui ont des records assez impeccables, quoi. Et la grande question, mon cher Paulie Domso, c'est qui perdra sa ceinture en premier? Alors attends, on a dit qui? Nous avons... personnellement, moi je pense que ce sera notre cher Stipe Miocic, malheureusement. De toute façon, je pense qu'il la perde ou qu'il la remette... parce que je pense pas qu'il va rester, quoi. Oui, c'est vrai que gagne, tu vois. Donc c'est je qu'une pense question d'heure. Celui qui a la moins grande longévité, là... et effectivement, c'est compliqué parce qu'il a DC et vraisemblablement Ngannou derrière. Ensuite. Bon. C'est dur et il se rajeunit pas et il fait des guerres de plus en plus. Donc 36 ans. Même si dans le meilleur des cas, on peut imaginer pour Stipe qu'il arrive ce serait magnifique, hein, cela dit pour lui, hein, en tout cas, ce serait incroyable qu'il arrive à battre coup sur coup DC et Ngannou. Je pense pas qu'il s'éternisera ensuite dans la catégorie heavyweight, enfin dans le sport. Oui, exactement. Et après, dans ceux qui peuvent perdre leur ceinture. Parce que là, ce qui est dingue, c'est que mineur, parce que John Jones, je sais pas, je le vois pas perdre ça. Même si les 2 derniers combats, on est d'accord, c'était compliqué, mais là, il va combattre qui? Blasco? C'est Blachowicz. Après, il a l'air quand même en bisbé avec l'UFC, avec les négociations, mais soit Blachowicz, soit peut-être une revanche contre Reyes. Revanche contre Reyes, c'est risqué pour lui.
Blasco, à mon sens, beaucoup moins. Quand on voit ce que Gustafsson lui a fait. Ouais, et puis même il est un peu plus classique dans sa façon de combattre, il est un peu plus statique et tout. Par contre, il faudra utiliser sa lutte, ce qui serait intéressant. C'est ça. Ouais, mais il pourrait même rester à distance, tu sais, ce qui est classique, ce que John Jones avait fait avec Ovin Saint-Preux. C'est certes pas, il y a pas de panache, mais il peut très bien faire ça avec Blachowicz. Et après, c'est que des jeunes champions, mine de rien. Middleweight, Adesanya, il y a le Adesanya contre Costa qui, bon, même si je penche plus en faveur d'Adesanya sur le pronostic, c'est tout à fait possible qu'il perde contre Costa. Welter, il y a Cannonier aussi qui arrive derrière. Aussi. Ça, c'est un peu le dark horse. Hein. Les gens l'attendent pas trop au tournant, mais quand même, il fait un peu peur, ce mec. Et non, il fait un peu flipper. En welterweight, j'ai du mal à le voir installé. Il est installé pour moi. Du mal à voir perdre. Franchement, Kamaru, à part Covington, qui se remotiverait à fond. C'est ça. Je vois pas de gens tout de suite, pas tout de suite en tout cas, parce qu'après il y a, tu vois, par exemple Shimaev, il est très complètement. Après je m'emballe peut-être parce que je suis impressionné par le mec parce qu'il a fait récemment, mais il y a des bons combattants. Un autre combattant qui, je crois que vous en aviez parlé, c'est Mounir Laziz, ouais. Il m'a fait forte impression, lui aussi. Forte impression. Après, il faut attendre aussi face à des gros. C'est ça. S'ils sont pas prêts là, pour le moment, ils sont pas prêts. Je les aime bien, mais ils sont pas prêts. Mais c'est prometteur en tout cas. Ça c'est clair et c'est prometteur. Lightweight, Khabib, il y a Justin Gaethje, mais en fait, il y a Oliveira, compliqué aussi. Non, en plus, je vois pas. Et le dark horse de notre cher Polydomso. Mais après, pour moi, c'est compliqué aussi. Ferreira, il aura, je pense qu'il aura jamais le title shot. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. C'est comme Asun Sao, en fait. C'est pas les mêmes, hein, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus excitant qu'Asun Sao. Mais Asun Sao, vous regardez le bilan qu'il a. Mais c'est délirant. Il a battu Masvidal quand même. Hein. Ouais. Et puis les gens font pas la liaison, mais il a battu des mecs. Il a perdu contre des champions. Moraes et tout. Enfin, c'est un truc c'est de la folie furieuse, quoi. Mais bon, là, c'est terminé sa carrière. Il aura jamais title shot fini. De toute façon, c'est le gars. Il lui file. En fait, c'est ça. Il a 2 victoires consécutives. Ensuite, soit t'as un Cody Garbrandt, soit t'as TJ Dillashaw, soit Marlon Moraes. Oui. C'est ça. C'est impossible. Et moi, c'est Ferreira, même si là, il a un sursaut, je pense que c'est ça qui va lui arriver. C'est-à-dire, il va peut-être enchaîner 4, 5, 6, 7 victoires, et puis après, il va se prendre un stop. Ouais. Et ce sera, parce qu'il a déjà 34 ans, je crois, 34 ans. Ouais, c'est ça. Il est âgé. Il est frais dans sa carrière, mais il est âgé, tu vois. Et, donc, Khabib, je sais pas, j'ai du mal à le voir partir. Ça va être très, très compliqué. Sauf s'il part en retraite. Oui, c'est ça. Sauf s'il part en retraite. Après. Puis de toute façon, il faudra aussi c'est dur à dire, hein, mais se chauffe quand même. Parce que, je veux dire, là, il y a le combat contre Gaethje. Si bat Gaethje, il y a éventuellement McGregor. Peut-être si Tony Ferguson revient, mais j'ai du mal à y croire. Ouais, moi non plus. Et ensuite, j'ai du mal à me dire Khabib va se lever quand même pour affronter Ferreira ou affronter Oliveira. Non. Enfin, je pense pas. Et puis même, ça l'intéresse. Enfin, c'est ça. Faut se mettre à la place de Khabib. Maintenant, c'est une superstar. C'est une superstar. Donc, il va pas prendre un combat contre Ferreira, quoi. C'est le seul moyen que Ferreira obtienne un combat contre Khabib, si jamais ça se fait, parce que là, on est c'est la science-fiction, les amis. Hein. Calmons-nous. C'est juste parce que moi, j'aime bien Ferreira et qui me fait plaisir et me permet d'en parler un petit peu. Mais faudrait que Ferreira continue de battre des gens. C'est ça. Éventuellement Islam. Parce que pendant un moment, ça avait été nickel le combat, mais ça s'est pas fait, mais je pense que ce serait un très beau combat. Moi, j'aimerais beaucoup voir en mode la revanche du frère. Ouais, non, mais Ferreira, mais il faudrait qu'il batte donc des gens et qu'il y ait un combat de prévu et que finalement il remplace la personne. Il y a que dans ce scénario-là que je le vois combattre Khabib, parce que sinon c'est impensable. Il y a Tsurakian Saroukian. Oui, qui vient de battre Ramos. Mais lui aussi, je pense que c'est très compliqué. C'est plus tard. C'est plus tard. C'est un bon prospect, mais c'est plus un prospect. Qui lui, pour le coup, franchement, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, mais surtout l'UFC, c'est horrible ce qu'ils lui mettent, hein, parce que ses 3 premiers combats, il commence par Islam Makhachev, donc il perd, mais après un superbe combat. Aubin Mercier qui est pas facile à combattre. C'est un bon grappleur. Hein. Et pareil, Ramos, et là, David Ramos, champion de la DCC qui est assez compliqué et que personne connaît. Donc je sais pas ce qu'ils ont construit, je sais pas ce qu'il a fait non plus. Mais non, je sais pas. Mais il est très très bon. Il est très bon et surtout il est très jeune. Donc il y a moyen qu'il évolue. Mais bon, là il a gagné, il a validé contre Ramos. Mais c'est dur. Moi j'ai peur qu'ils le mettent contre Ferreira ou un truc comme ça. Mais c'est exactement ça. Et là la marche serait peut-être un poil. Le mec il le crame un peu trop tôt, parce que quand on regarde des gars comme ça qui sont quand même sur le papier hyper prometteurs, normalement, tu sais, ça va step by step. Lui, direct, c'est bon, allez. Et surtout, en plus, ce que je trouve dur, c'est qu'ils mettent à chaque fois des gars qui sont très bons dans son domaine d'expertise. Mais oui, c'est ça, c'est difficile. Il peut pas vraiment briller, il peut pas faire.
parce que c'est vrai que T'es obligé de faire des guerres. t'es obligé de faire des guerres et en plus de ça, il peut pas avoir la domination que par exemple a eu Khabib sur certains combattants et tout parce que les Ou mecs c'était Chimaev, pas par des exemple, sur son grappleurs. premier combat. Voilà, tu vois, là tu fais de la serpillière avec le mec en face C'est ça. pendant 3 rounds et les gens se disent putain le mec il est vraiment bon. Là il tombe sur des grappleurs qui sont vraiment tricky, difficiles à piéger et tout. Bon cela dit c'est pas mal parce que ça lui permet d'avoir des armes. Oui. Et d'apprendre. Donc ça c'est une bonne chose. Après pour l'écho médiatique on repassera mais il est jeune, il avance, il continue à être invaincu, ce sera très très bien. Donc bon, Khabib, je le vois pas beaucoup bouger. Featherweight, c'est Featherweight, Volkanovski. Et là, c'est peut-être là où il y a le plus de choses parce que Peut-être. quelqu'un que notre cher Polydome soit apprécie particulièrement, c'est le Korean Zombie. Ouais, Korean Zombie. Ah, après, je sais pas si le Korean Zombie y arrivera, quoi. Oh, bah déjà, il y a le ce combat serait- contre Ortega, mine de rien. Déjà, ça va être révélateur, le combat contre Ortega. Parce que c'est pas facile. Et même si moi, j'aime beaucoup le Korean Zombie, j'aime bien ce qu'il fait, c'est un tacticien, tu vois. Il est passé, lui, pour le coup, c'est un mec qui a connu une bonne évolution dans sa carrière. Exactement. Et qui a perdu ce côté un peu chien fou qu'on voit chez certains combattants. Ouais. Notamment 2 ans les de jeunes. service militaire. Hein, Et forcément. ouais, mais même avant, il avait Ouais. déjà fait plus ou moins la transition. Et là, maintenant, il met des C'est KO et superbe. tout, mais parce que c'est à chaque fois c'est des pièges, quoi. Tu Ouais. sens qu'il y a une construction dans sa façon d'approcher le combat. Et là, il est sur une victoire contre Moïcano, c'est ça par KO? Non, contre Frankie Edgar. Ah oui, Frankie Terrible. Edgar. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait un refoulement. Ouais. Je l'ai évacué celle-là. Du coup, il est sur 2 KO de suite et la défaite contre. Il avait battu Bermudez. Bermudez, pour son ouais. retour et ensuite il s'est pris le KO le plus. Contre hier. Ouais. Ouais, c'était une guerre. Exactement. Et qui gagnait d'ailleurs. Ouais, qui gagnait. Jusqu'à Non, mais ce ça va être moment-là intéressant contre Volkanovski. Et il y a Zabit aussi quand même. Et il y a Zabit. Ou est-ce que Zabit un peu tôt encore, qui va affronter justement Yair Rodriguez. Zabit, alors je vais faire parce que on m'a reproché. On nous a reproché, reproché. mais plus particulièrement à moi parce que c'est vrai que j'avais été très sévère après son combat contre Qatar. Ouais. Et c'est vrai que Qatar est un très bon combattant et je reconnais que ma sévérité, mais si vous voulez, ma sévérité elle est proportionnelle aux attentes qu'on a par rapport à un combattant. Je vais pas être sévère contre un journeyman qui va faire un combat moyen, tu vois. C'est ça. C'est juste que Zabit, on nous le présente comme le retour futur, du tout Messi, simplement, quoi. Tu vois. Et donc, et c'est vrai qu'il est, pour moi, je le compare un peu. Il me fait penser, à bien des égards, à John Jones, mais quand John Jones, jusqu'à son combat contre Stéphane Bonnard, quoi. C'est parce que quand tu regardes les premiers combats de John Jones au début, il y avait un peu de ça. C'est excellent lutteur avec beaucoup de projections, un peu comme Zabit, très longiligne, un striking un peu flashy, qui prenait beaucoup de risques. Et pas un super cardio. Vous regardez pour ceux qui ont oublié la fin de combat contre Stéphane Bonnard, justement, c'était extrêmement tendu pour John Jones. Et donc, en fait, moi, Zabit, je pense qu'il a un énorme potentiel. Reste à savoir si, comme John Jones, il va adapter son style pour en fait durer dans la longueur et il peut très bien le faire. Je pense qu'il a les armes, il a un bon footwork, il a un bon kicking game. C'est juste que pour moi, il en fait trop, quoi. Il a un volume d'attaque qui est aberrant et il a pas un super taux de succès par rapport à son volume d'attaque et il se crève comme ça. Et avec Qatar, c'était évident, quoi. Et j'espère que ça va changer parce que ça fait plusieurs combats quand même où même contre Stevens, exactement. Et puis même contre, c'était quoi le combat, Bochniak, exactement. Et oui, Bochniak, en plus, il est archi limité. Mais parce que Qatar revenait, parce que Qatar est très bon, tu vois. Et je pense que si ça avait duré 5 rounds, c'était cuit pour lui. C'est d'ailleurs Zabit qui avait refusé en fait que le combat soit en 5 rounds parce que ça devait être le main event finalement. C'est vrai, c'était un main event en 3 rounds. Mais je crois que c'est parce qu'il avait pris pour être juste avec lui en short notice, je crois. C'était ça. Non, le combat était décalé parce qu'il s'était blessé de 3 semaines par rapport à l'UFC Washington où il y avait la nuit blanche la sueur, mon cher. Le maître Capello du MMA, c'est magnifique. Donc oui, Zabit, full potentiel. Sur le papier, c'est ça. Sur le papier, mais j'attends, en fait, moi, ce qui va me convaincre définitivement sur Zabit, c'est 5 rounds. Je veux le voir sur 5 rounds. Et contre Yair Rodriguez, on sera servi. Ce sera parfait. Parce que Yair Rodriguez, il a pas de problème de cardio, il peut tenir les 5 rounds. Donc voilà, et puis Yann en bantamweight, je pense que ça va être très chaud. Il y a Aljamain quand même. Moi, j'ai une petite piécette sur Aljamain parce que. Moi, je pense qu'il est trop limité debout, notre cher Sterling. C'est vrai, mais je trouve alors, je suis d'accord, c'est pas un tueur debout. Il fait pas partie des meilleurs, il a pas beaucoup de punch et dans le sens, tu n'auras pas cette double menace, en fait. C'est vrai. Que peuvent avoir d'autres gars. En gros, là, toute proportion gardée, mais que ce soit un peu façon Corey Anderson. En gros, si t'es bon au sol, tu crains pas grand chose parce que tu te dis, debout, je peux le gérer assez tranquillement. Je vois ce que tu veux dire. Et j'ai tendance à être d'accord, mais je trouve que depuis le KO qui s'est pris contre Moraes, ça arrive, hein, c'est terrible, ouais. Il prend moins de risques. C'est vrai. Et alors ce qu'il fait dans son striking, c'est
c'est pas exceptionnel, mais je trouve qu'il l'articule mieux avec sa lutte. Et le combat contre Munoz, il était super parfaitement géré. C'est ça, et puis même là contre Sandhagen et tout. Enfin, du coup, je pense que ça peut être très très tricky, tu vois, de combattre Aljamain Sterling. Donc petite pièce sur Aljamain Sterling. Néanmoins, même Moraes, pourquoi pas. Hein. Moi, j'ai bien envie de voir Moraes contre Peter Yan. Et le retour de TJ Dillashaw, mais ça c'est une autre question. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et bon, en flyweight, je m'intéresse pas à cette catégorie. J'aime autant vous dire que non, mais je m'en tape. En fait, j'aime bien Figueiredo, mais pour moi, c'est une catégorie qui n'a plus d'existence depuis que Cerudo et Demetrious Johnson se sont barrés. Enfin, voilà. Il y a des bons combattants, mais oui. Non, là, ça manque d'excitation. Et puis de toute façon, vous avez bien vu Figueiredo. Dès sa victoire, il a dit, moi, j'ai envie de monter de catégorie. Enfin, aujourd'hui, c'est plus un tremplin qu'autre chose. C'est ça. Bon, au moins, Dana White veut conserver cette catégorie. Nous avons fait le tour. Je pense, sur ces champions. Shout out to Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la Sphere, sponsor de Polydomso, rendez-vous compte. Et shout out to My Sweet Protein, moins 38% avec le code la Sphere. À très vite pour de nouvelles aventures. Swear.